Je pense que c'est la clé pour scaler, c'est ça. Ok. Ce que tu viens de décrire, c'est le self-serve. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Quel est ton levier. Aujourd'hui, je vous présente Jérémy, qui est le cofondateur de Just. Salut Jérémy, Salut Étienne, comment vas-tu? super et toi? Bien, merci. Merci à toi de m'inviter. Avec plaisir, merci d'être présent. Donc, le principe, c'est, moi, je suis hyper content de t'avoir. Le but de cet épisode, ça va être de creuser un petit peu plus sur, toi, ton parcours et ce que vous faites chez Just. Du coup, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter, ouais, tout simplement. Super, j'y vais. Donc Jérémy, avant Just, parcours bref en fusion-acquisition chez UBS. Ok. Et avant ça, sur les bancs de l'école, puisque Ok. j'ai monté Just assez tôt. J'ai fait un parcours à Dauphine, puis à l'ESSEC en grande école. Ok. Et finalement, c'est assez rapidement que j'ai décidé d'entreprendre avec Benjamin. Ok. Comment ça t'est venu tu t'es dit, tu t'es pas dit, ouais, je continue en banque d'affaires. Non, pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. On va dire qu'avec Benjamin, on avait tous les deux envie d'entreprendre depuis un certain moment et fallait qu'on trouve le momentum, comme on dit aussi. Et il se trouve que on avait vraiment envie d'entreprendre dans le digital, dans le paiement. C'était des sujets qu'on a envie de creuser. On avait vu l'essor des Lydia, des Revolut. On était Ok. quelque part les premiers utilisateurs de ce genre de solutions. Je me souviens en 2014 ou 2015 à Dauphine, Lydia se lançait dans notre université. Donc c'était des technos nouvelles. Dans la continuité de ça, on avait envie de vraiment créer une boîte dans cet univers-là, c'est ce qui nous plaisait. Et lorsque j'ai finalement discuté avec Benjamin des problématiques sur le digital, on s'est dit, mais quand même incroyable que ce soit si compliqué d'acheter en ligne. Ouais. On est la génération qui peut commander en VTC, qui peut en 2-3 clics, qui peut commander potentiellement aussi à manger en 2-3 clics, qui peut même réserver un rendez-vous médical en 2 clics, mais en revanche acheter en ligne, c'est un calvaire et le seul qui fait plutôt ça bien, c'est Amazon. Ouais. Et Amazon c'est quoi? C'est l'achat en un clic. Ouais. Et donc on s'est dit c'est quand même assez dingue que personne n'ait pensé à ça avant, ou du moins que ça n'a pas été démocratisé. Et là on s'est dit qu'il y avait un marché qui était en train de se créer parce qu'Amazon avait perdu son brevet. Ok. En tout cas perdu son brevet, le brevet est devenu public en 2017 et que ça laissait une fenêtre de tir exploitable pour que des acteurs français et européens puissent voir le jour et accompagner des e-commerçants indépendants dans l'amélioration de leur expérience d'achat et de leur taux de conversion. Ok. Voilà les origines de Just. Hyper intéressant. Vous étiez à l'école avec Benjamin? On était, alors l'histoire est assez marrante avec Benjamin puisqu'on se connaît depuis qu'on a 3 ans. Ok, d'accord. Ok. Et on a suivi tout au long de notre parcours. Ok. De 3 ans à 25 ans, on a fait la même chose. Ok. Voilà, je ne peux Ok. pas être plus. Ok. Et du coup, On- vous êtes retrouvés on s'est forcément pour monter Just, quoi. C'est ça. Ok. On savait qu'on avait envie d'entreprendre ensemble. C'était quelque chose on savait que ça allait marcher, on va dire. En tout cas, voilà. En tout cas, la première année, on savait qu'on allait pouvoir bosser ensemble. Aujourd'hui, on bosse super bien et c'est aussi parce qu'on a cette proximité Vous pouvez tout vous dire. on peut tout se dire, on peut se challenger, on a la même vision, on a la même ambition et ça, c'est hyper important. Une belle histoire en tout cas qui s'écrit en ce moment même. Donc juste pour présenter du coup Just un peu plus. Bien sûr. Donc vous êtes, tu nous l'as expliqué, mais vous êtes une plateforme. Est-ce qu'on peut dire une plateforme de paiement finalement ou un logiciel, une facilité de paiement en un clic qui s'installe sur des sites de e-commerce? On peut dire ça comme ça. Peut-être que tu le dis différemment. Je le au dis niveau marketing. différemment, je préfère qu'on parle d'expérience d'achat en un clic. Ok, d'accord. On laisse volontiers le paiement aux prestataires de paiement, Ok, ouais. Stripe, Money, etc. Vous pluguez par-dessus en fait. Voilà, on est partenaire de ces prestataires de paiement et nous, en fait, ce qu'on dit aux e-commerçants, c'est que voilà, aujourd'hui, vous avez un funnel d'achat qui fait cette taille-là, nous, on le réduit à ça. Mais le paiement, à la fin, c'est le même. C'est juste l'expérience qu'on va changer Ok. et qu'on va raccourcir grâce à l'achat en un clic. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi effectivement le tunnel d'achat était si long et pourquoi c'était si compliqué d'avoir un one-page checkout. Certains sites l'ont, mais clairement, c'est pas la majorité. Tu sais pourquoi c'est le cas?
Ce qui se dit beaucoup, c'est que en fait, quand on a créé des sites en ligne, on a recopié ce qui se faisait en physique. C'est-à-dire, on prend un caddie, on prend un panier, on ajoute des articles et on va à la caisse et on fait la queue. Quand on a pensé parcours d'achat, on a recréé la même chose d'abord sur desktop et ensuite sur mobile. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les parcours d'achat sont complètement inadaptés, notamment sur mobile. Il y a des études multiples qui le montrent. Celles de Content Square, par exemple, que je t'invite à regarder, qui sont vraiment hyper pertinentes, qui te montrent en fait que le taux de conversion sur mobile est super faible, alors que l'usage du mobile est de plus en plus élevé. Donc en fait, aujourd'hui, si une marque, elle veut tout simplement avoir un parcours d'achat performant, soit elle a deux solutions. Soit elle dit à tout le monde d'aller sur desktop, puisque là, ça marche mieux, soit elle fait en sorte de raccourcir son funnel d'achat sur mobile. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que finalement, l'usage du mobile, c'est des micro-moments. C'est dans le métro, c'est quand on attend quelqu'un, c'est avant de dormir. Et il y a un risque aussi d'être interrompu par une notification, par un temps de chargement qui est assez long, puisque la connectivité, elle va vraiment dépendre de l'endroit où tu es à l'instant T. Et donc, c'est ça qui, aujourd'hui, fait que les parcours d'achat, par leur longueur, par le fait qu'ils soient inadaptés aux situations dans lesquelles les utilisateurs se trouvent, ne fonctionne pas. Et la solution, c'est donc de le raccourcir au maximum. Et techniquement, c'est compliqué de le raccourcir toi-même, en fait, sans solution. C'est-à-dire juste, au lieu d'avoir ton parcours Shopify classique, d'avoir un checkout en une page. Tu veux dire que pour un site e-commerce, est-ce qu'il peut le faire soi-même? Ouais. Alors, oui, théoriquement, il pourrait le faire soi-même. Maintenant, nous, on vend on travaille sur une expérience au quotidien. On a des données, on analyse, on fait des interviews utilisateurs. Ouais, vous savez exactement. Voilà, ça fait plus d'1 an qu'on bosse dessus, donc on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, et on a pas mal d'enseignements sur ce qu'il fallait faire. Et oui, théoriquement, il pourrait le faire. Maintenant, dans l'expertise, on a une valeur ajoutée. Non, mais ce que je veux dire, c'est moi plutôt sur la page panier. Parce que vous, je pense, enfin, dis-moi si je me trompe, mais vous intervenez même avant ça, c'est-à-dire directement au sein de la page produit. Moi, je parlais plus de tu vois, pouvoir check-out en une fois avec ta carte bleue, par exemple, sur la page panier directement. Mais moi, j'ai l'impression que votre solution est encore est beaucoup plus innovante que ça encore. C'est-à-dire que vous arrivez à la fois vous arrivez sur la page produit, on peut check-out sur le produit. Et ensuite, vous avez aussi, si je suis client Just, je peux retrouver mon compte sur d'autres sites qui sont compatibles Just et là, du coup, racheter très très rapidement, quoi. Exactement. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est comme tu l'as dit, on est sur les pages produits, on est aussi sur les pages paniers et sur certains sites, sur les pages catalogue aussi. On essaye d'être partout parce qu'on veut maximiser le potentiel qu'un visiteur aille jusqu'au bout de son parcours d'achat. Et effectivement, tu l'as dit aussi, la grande innovation, c'est de se dire, quelque part pour le consommateur, on devient son passeport de shopping en ligne. C'est-à-dire que tu as acheté avec Just sur un site A, tu vas sur un site B qui propose Just, mais tu n'as jamais acheté dessus. Et sur ce site-là, tu peux acheter en un clic grâce à Just. C'est génial. Voilà. C'est sûr. C'est vraiment démocratiser, comme je le disais au début, cette expérience d'achat en un clic d'Amazon à tous les sites e-commerce et à la fois devenir le passeport de shopping en ligne des consommateurs. Et du coup, si on creuse un peu plus sur votre marché actuel, parce que du coup, vous avez démarré il y a 1 an, c'est ça? Aujourd'hui, est-ce que vous concentrez sur une typologie de site particulière ou est-ce que tu vois, toi, un peu votre persona cœur à court terme? Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien d'ailleurs de commencer par un persona cible parce qu'il va y avoir des ressemblances entre ces personnes, enfin, toutes les personnes qu'on adresse, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut enrichir le produit, comprendre le vrai besoin de ce persona, et après, on passe potentiellement à une autre target. Là, la target go-to-market, c'est les D2C qui font un certain niveau de volume. Donc à partir de 500K. Ouais, à partir de 500K, on va dire. À partir de 500K jusqu'à 10 millions d'euros de CA. Pour l'instant, ça, c'est notre marché qu'on veut adresser. C'est un marché, le e-commerce, qui est très fragmenté. Donc, il y a beaucoup de marques en France et en Europe. Et donc, c'est
à la fois parce qu'il y a beaucoup de marques, à la fois parce qu'on a un produit qui répond à un besoin pour ces marques-là qui n'ont pas forcément le temps de se consacrer à leur checkout, qui ont beaucoup de choses à gérer puisque c'est des marques qui sont en croissance, qui doivent se concentrer sur leurs produits, sur leurs marques, sur leur stock. Enfin, en fait, quand on est e-commerçant, tu dois le voir, il y a énormément de choses à gérer. Il y a beaucoup de métiers différents et on n'a pas le temps effectivement d'optimiser pour tout. Et donc, on vient voir ces marques qui trouvent notre solution très pertinente et qui sont vraiment à l'écoute de ce qu'on propose, puisqu'on leur permet aussi de bénéficier d'outils de conversion que seuls les grands groupes disposent aujourd'hui. Ok, donc là vous êtes concentré sur en tout cas sur Persona Curse avec les D2C. Par rapport à leurs besoins également de performance, j'imagine. Est-ce que là-dessus, tu as quelques chiffres, on va dire, d'amélioration de taux de transformation grâce à votre solution? Bien sûr. Alors, déjà, nous, ce qu'on dit aux marques, c'est qu'on n'est pas une baguette magique. Ça, c'est important de le dire. Le taux de conversion, c'est une métrique. S'ils ont un produit voilà, avancé, exactement. On va dire que le taux de conversion, c'est peut-être la métrique la plus importante pour un e-commerçant. En revanche, pour avoir un beau taux de conversion, il y a plein de facteurs qui permettent d'avoir un beau taux de conversion. Le prix du produit, la disponibilité du stock, les différents moyens de paiement que tu proposes, le fait que tu n'aies pas mis des modules trop lourds qui ralentissent ton site, la qualité de l'audience, le pricing, ta stratégie de pricing par rapport à tes concurrents. Bon, il y a 1000 trucs qui impactent positivement ou négativement ton taux de conversion. En revanche, notre proposition de valeur, elle est plutôt claire. C'est que quand un consommateur ajoute un article à son panier, donc il rentre dans le funnel de checkout, là, quand il passe par Just, on augmente le taux de conversion du checkout de 20 à 30%. Ouais, donc c'est non négligeable. Voilà, on est centré sur le checkout. Et c'est d'ailleurs un sujet qu'on essaye d'évangéliser auprès de nos marques, c'est que oui, il y a le taux de conversion, mais il y a aussi le taux de conversion du checkout qui est une chose différente. Et c'est cette métrique-là que nous, on vient augmenter. Okay. On le fait via des A/B tests, on le voit via des A/B testing, on va dire, et on voit l'impact que Just peut avoir. Alors oui, il y a des variations, des sites sur lesquels ça peut moins marcher que d'autres, forcément. Voilà. Mais en revanche, on observe quand même dans la durée une certaine cohérence dans l'augmentation du taux de conversion des marques qu'on accompagne. Ça, je vais ajouter à cette réponse le fait que l'impact que Just va avoir sur le taux de conversion d'une marque dépend aussi du nombre de commandes qui passent par notre funnel d'achat. S'il n'y a que 1% des commandes qui passent par notre funnel d'achat, on ne peut pas vraiment dire que c'est grâce à Just que le taux de conversion a augmenté. En revanche, aujourd'hui, on observe aussi que c'est 20 à 25% des commandes d'un site qui passent par Just. Ça, vous avez des métriques de croissance de ce taux-là ou pas? Ça c'est vraiment l'utilisateur qui choisit de passer par Just. Exactement. Alors forcément, c'est un KPI qu'on suit de près chez Just, qu'on essaye de maximiser. Globalement, oui, il y a eu une augmentation sur l'année, on est passé de 15 à 20%, mais c'est quelque chose qu'on peut pousser beaucoup plus loin. Amazon, j'ai discuté 50%, avec... Voilà, exactement. J'ai discuté avec une marque la semaine dernière qui m'a dit que c'est 50% sur Amazon. Sur le Prime, c'est ça? Non, sur l'achat en un clic. Sur l'achat en un clic, ouais. Okay. Parce que j'avais entendu des métriques aussi sur les acheteurs Prime qui transforment très très bien. Ah ouais, ça aussi, c'est assez incroyable. Ouais. Mais si tu mets les deux, achats en un clic plus Prime… Ça serait pas mal. Mais ça montre aussi le cap à fixer. Ouais, c'est clairement. 50%, ça doit être un objectif à terme. Donc, si je pousse un peu plus dans votre stratégie également de développement, finalement, en termes un peu plus techniques, vous avez aussi un network effect, dans le sens où une fois que vous avez un client qui passe par la solution Just, devient client de la marque, mais aussi de Just pour sa solution de paiement. Donc il peut derrière acheter ailleurs, et donc on peut s'attendre à ce que ce taux finalement augmente avec l'augmentation de votre base installée. C'est bien ça. Ah, il a clairement augmenté depuis un an. On était à 0,00 quelque chose il y a un an. Aujourd'hui, on est à 4% de returning users, ce qui est pas mal franchement pour l'historique qu'on a, pour le nombre de marques qu'on accompagne. Ça veut dire que aussi la stratégie initiale d'aller chercher un écosystème avec des D2C qui peuvent forcément
être dans le même écosystème. Quand on achète tel produit d'une marque, admettons, de mode féminine, on va peut-être acheter le parfum ou le produit de cosmétique d'une autre marque. Donc forcément, on retrouve chez l'utilisateur final une volonté d'acheter de la D2C, ou d'acheter des produits chez des marques innovantes, en croissance, françaises, etc. quoi. Donc oui, c'est aussi le résultat, je pense, une stratégie qu'on a voulu développer. Donc là, comment vous êtes organisé niveau sales? Vous avez des SDR, ce qu'on appelle des SDR, donc des personnes qui vont aller sourcer des deals, des leads. Est-ce que c'est ça, et derrière des personnes qui vont convaincre ces commerçants de travailler avec vous? Alors, ce n'est pas le modèle qu'on a choisi pour commencer. On a choisi pour l'instant d'avoir des sales 360, c'est-à-dire qui font la prospection et le closing. Pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. C'est parce que sur ce segment-là, le cycle de vente est relativement court et que ce que j'avais observé quand j'étais seul, c'est qu'on pouvait, pas facilement, mais rapidement aller d'un call à un closing. Et donc, pour démarrer, on s'était dit qu'il fallait continuer comme ça, un call de prospection, un rendez-vous démo et un closing dans la foulée. Après, je pense que les modèles sales évoluent en fonction de la taille des boîtes. Bien sûr, il y a aussi des enjeux aussi de cash à maîtriser, donc on ne peut pas avoir et des SDR et des account exécutives trop tôt dans la boîte. Maintenant, sincèrement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est probable qu'on passe aussi sur un modèle SDR AE quand on maîtrisera à fond le playbook sales et qu'on pourra bien former les nouvelles personnes. Et peut-être en fonction aussi de votre persona, s'il est amené à évoluer, vous allez peut-être avoir une structure d'équipe commerciale un petit peu différente. Parce que là, ça peut être un peu frustrant aussi pour un SDR de pas aller jusqu'au bout de la conversation avec son prospect, quoi, au final. Également, ça c'est ce qui revient assez souvent quand on parle à des SDR, c'est on est frustré de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout du process d'achat. Ouais, forcément. Mais bon, la prospection, c'est quand même la base, quoi. C'est ce qui se passe en amont. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette stratégie, vous dites, on travaille avec des D2C. Forcément, une audience D2C elle va être aussi sensible avec les marques D2C avec lesquelles vous travaillez déjà. Donc, ça peut vous aider aussi à vous développer et à vous installer auprès de commerçants, d'e-commerçants en D2C. Et derrière, ça vous permet également d'avoir une audience client qui achètent de leur côté chez de nombreuses D2C. Donc un peu la boucle est bouclée finalement. Et ça vous permet peut-être aussi de convaincre de nouveaux prospects plus facilement parce que vous travaillez déjà avec des marques qui leur parlent. C'est sûr. C'est clair que les marques apprécient aussi beaucoup le fait que… Des spécialistes en fait, en quelque sorte. C'est spécialistes des D2C, spécialistes parce que toutes ces marques-là ont plus ou moins la même audience, en tout cas. Peut-être pas, j'exagère, mais en tout cas, elles ont une audience assez commune. Qui est prête à tester des nouveaux produits innovants. Exactement. Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Et comment tu vois un peu votre développement en termes de scalabilité de votre modèle? Est-ce que tu penses, parce qu'on parle beaucoup du product-led growth, moi je serais curieux de savoir comment toi tu te vois. Est-ce que tu te vois plus comme un SaaS et typiquement un SaaS où finalement demain vous auriez une marketplace et c'est peut-être déjà le cas, ou peut-être qu'on peut vous add-on sur du Presta, sur du Shopify directement. Comment est-ce que tu vois un peu ce développement-là de ton côté et la capacité à des gens à auto ou des devs à auto-installer en fait votre solution? Je pense que c'est la clé pour scaler, c'est ça. Ce que tu viens de décrire, c'est le self-serve, c'est la capacité à proposer Just à des marques qui peuvent s'onboarder tout seuls, qui peuvent installer Just tout seul sur leur site e-commerce. On travaille là-dessus. Depuis le début de l'histoire de Just, c'est pas comme ça que ça se passe, même si on s'améliore de jour en jour. L'intégration, c'est clé pour scaler ce genre de projet, de start-up. C'est ce qui fait que au lieu de passer à 3 jours d'intégration, au lieu d'avoir 3 jours d'intégration, on a
une intégration qui 2 se heures, fait, ouais, même pas 10 minutes, Ouais, mais la personne le fait tout seul. ouais, oui, ça Aujourd'hui, change tout. ça dure 15 minutes, Mm. mais c'est pris en charge de notre côté. Mm. Mais c'est quand même un rendez-vous, une intégration qui est gérée en interne. Mm. Donc c'est du temps passé côté Just. L'idée, c'est que là, on est en train de le faire progressivement. On est en train de développer une plateforme d'onboarding. On va développer une intégration automatisée qui va justement permettre ce scale pour 2023. Ok. Mais quel est le blocage aujourd'hui? Tu dis il est plus technique que, on va dire, que de notoriété, où les gens, tu dis en fait c'est plus un sujet de process et d'intégration technique qui est aujourd'hui pas possible en self-serve, ou c'est plus les gens font pas encore assez confiance et ont besoin qu'on leur tienne la main, ou un peu des deux hein, finalement, mais je suis assez curieux sur quel est le bon moment, si tu veux, en fait, de passer à un modèle product-led, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui essayent aussi trop tôt, alors qu'au début c'est bien de le faire manuellement pour aussi apprendre de tes clients. Donc, à quel moment tu mettrais un peu le cut-off, ou tu vois, comment, pour les boîtes qui démarrent là-dessus, comment se positionner, quoi. C'est clair que l'accompagnement, on le voit au quotidien, c'est clé pour rassurer les marques, pour dégager une image aussi de présence physique. Ce n'est pas le cas de toutes les solutions. On a de la chance d'être en France, on a de la chance de pouvoir discuter avec nos clients potentiellement tous les jours s'ils le souhaitent. Ça, c'est un vrai atout. Et l'accompagnement qu'on a lors de l'activation de Just chez un client, il est primordial. Ça nous permet de comprendre les besoins, de comprendre sur quelle page produit potentiellement tu veux placer le bouton. C'est poser le décor sur quel type de performance tu attends. C'est on fait un point dans 2 semaines, 1 mois pour voir où ça en est. On met potentiellement un A/B testing. Donc tout ça, c'est hyper important de le faire. Et c'est vrai que la présence humaine, comme tu l'as dit, est importante. Ce qu'on veut faire avec le self-serve, c'est déjà permettre un maximum de marques de pouvoir s'onboarder, et donc potentiellement les grosses marques, on va dire les marques tiers 1 si tu veux, on les onboard nous-mêmes, et les marques un peu plus petites vont pouvoir s'onboarder toutes seules. Ouais, tu as les deux finalement, tu auras plusieurs flows en fonction de la taille de la société. Ça va vraiment se faire progressivement de toute façon, mais il faut pouvoir, effectivement, comme tu l'as dit, comprendre les enjeux de ses clients. C'est ça qui nous permet de créer la plateforme d'onboarding actuelle, et derrière, on va itérer, comme d'habitude. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, non, mais hyper intéressant sur ça. Et toi, ta vision de aller justement, parce qu'il y a aussi une stratégie qui consisterait à aller directement sur de l'enterprise, par exemple. Quel est ton avis là-dessus? Moi, je te dis, le sentiment que j'en ai, c'est que effectivement, tu peux pas trop te tromper sur l'enterprise, parce que sur des gros deals, tu n'as peut-être pas non plus plusieurs chances d'intégrer ton produit, donc faut qu'il soit parfait. En même temps, tu peux très rapidement en fait, avoir un partenaire peut-être plus global qui te permet d'avoir plus de volume sur ta solution, et derrière de le dérouler. Puis même, tu peux ne jamais faire finalement du mid ou du lower market. Quelle est un peu quelle est ta vision là-dessus, en fait, un peu de la stratégie go-to-market sur enterprise vs TPE, PME ou mid-market? Alors effectivement, c'est sûr que la stratégie qu'on a initiée il y a 1 an, c'est de commencer par le SMBs, donc les TPE, PME, et de faire une long tail, puis ensuite d'aller remonter progressivement sur du mid-market, puis sur du enterprise. On aurait pu faire l'inverse. Je pense que c'est vraiment un choix stratégique. Nous, on a la conviction d'abord que le one-click peut marcher pour tous les types de sites. Ça, c'est une conviction d'abord qu'on a, et puis aussi quelque chose qu'on a évoqué ensemble avec quelques marques enterprise avec qui on a eu des échanges. Maintenant, le produit en lui-même, c'est pas ce qui fait la différence pour un enterprise. Le compte enterprise, c'est pas spécialement le one-click qui l'intéresse. Il sait que ça va marcher, ils aiment ce genre de solution. Ce qui compte pour eux, c'est ce qui se passe derrière. C'est toute la mécanique de flux de paiement, c'est la réconciliation comptable. C'est des sujets qui vont au-delà du simple achat en un clic. Et toi qui vont te demander un dev qui va amener ton produit dans des méandres dont tu ne maîtrises pas encore. Exactement. Donc si demain potentiellement on intègre un très gros compte, donc ce serait évidemment génial pour Just.
c'est potentiellement 2 mois potentiellement d'intégration. J'en sais rien, mais j'essaie de comprendre en même temps les logiques d'un compte entreprise. Donc c'est de l'intégration custom. C'est 2 mois, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va marcher pendant 2 semaines et entre-temps on aura perdu un développeur pendant 2 mois. Donc en fait, et en plus de ça, en termes de risque de notre portefeuille client, c'est pas bon parce qu'en fait on va reposer tout notre volume sur un compte. Là aujourd'hui, on a de la chance d'avoir à peu près 200 comptes chez Just, 200 marques. Le volume d'affaires il est assez diversifié, donc on n'est pas à risque d'un mois à l'autre d'avoir des chutes. Client, et c'est aussi ça la stratégie, c'est de dérisquer au maximum et d'avancer sur du SMBs et du mid-market. Et après du enterprise. Ouais. En fait, vous allez derrière cranter sur du enterprise une fois que vous avez aussi cette base installée en SMB. Et en plus, ça vous fait une résilience hyper importante de votre modèle du coup d'affaires parce que vous avez énormément de clients et puis surtout, vous pouvez aussi itérer sur votre produit énormément en fonction de ce que vous observez, quoi. Ouais, c'est clair, c'est vraiment un produit différent, c'est des attentes différentes. Les marques enterprise vont attendre qu'on ait aussi des utilisateurs. Ouais, bien sûr. Parce qu'elles vont me dire, attendez, nous on a des millions d'utilisateurs, vous êtes tout petit, c'est quoi l'intérêt pour nous de mettre Just? Donc Et si on vous projette un peu plus à l'avenir, donc aujourd'hui, tu expliquais, je trouve ça hyper intéressant, là vous êtes au contact de vos clients en France, vous êtes basé en France. Demain, vous avez une solution qui peut aussi scaler. Donc, est-ce que tu te dis, est-ce que tu as une idée de marché dans lequel tu veux t'implanter ou c'est encore un peu tôt pour le dire? Alors, on a une idée. C'est pas 100% précis puisque les choses évoluent assez vite. On a quand même envie d'avoir une approche européenne, globale. Le marché européen est certes fragmenté, avec des spécificités par région, que ce soit le taux de pénétration de la carte bancaire qui est différent en Allemagne et en France, que ce soit l'utilisation de wallets aux Pays-Bas par exemple ou en Belgique. Donc il faut être capable, quand on fait un go-to-market dans un pays européen, de bien comprendre, je pense, les spécificités avant de se lancer. Les Allemands sont très friands de paiement, de virement en fait, account to account. Tandis que ce n'est pas du tout le cas en France. Donc, il y a des spécificités en fait, liées au paiement, liées aux habitudes de consommation. L'Angleterre, c'est le marché le plus grand en Europe, donc on est tenté de se dire il faut aller là-bas. Mais aller en Angleterre, il faut y aller armé, quoi. C'est un gros marché. On peut y laisser des plumes si c'est pas le cas. On peut y laisser des plumes. Les marchés, on va dire, qui ressemblent le plus à la France en termes de structure, c'est probablement l'Espagne. L'Europe du Sud. L'Europe du Sud, ça ressemble pas mal. Donc pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on doit étudier en 2023. Et là, tu te dis, j'atteins un certain volume, parce que vous parlez en volume de paiement, c'est ça? Exactement. Qui passe, c'est quoi le terme technique? Alors nous, on utilise le terme de GMV, Gross Merchandise Volume. Tu te dis, en fait, est-ce que tu te dis, tiens, il y a un niveau de GMV au-delà duquel, j'ai atteint ce niveau, c'est le moment d'aller à l'étranger, où tu le vois via un autre prisme, une autre métrique. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? C'est une question très intéressante. On ne réfléchit pas forcément par rapport à la GMV qu'on aurait en France avant d'attaquer un autre pays, mais on se dit que qu'il faut y aller le plus vite possible en fait. C'est une question de rapidité du coup. Question de rapidité, question aussi de ressources internes. Structure d'équipe. Structure d'équipe, maîtriser. En fait, ce qui compte, je pense, c'est d'abord maîtriser le playbook sales et le modèle de revenu sur un pays pour pouvoir après voir si ça peut s'adapter sur un autre pays. Aujourd'hui, l'équipe sales, si tu veux, elle est récente. Il y a 3 sales dans l'équipe depuis septembre. On est 12. La boîte est relativement jeune. Nous, on essaye de mettre de la vélocité. On pense que le marché du one-click, il faut que ce soit une approche globalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de régulation qui t'empêcherait d'aller dans un pays. Tu as la chance de ne pas avoir ces barrières, effectivement,
un point de vente physique ou d'un... Voilà. Ouais. On peut exporter le modèle, je pense, facilement, entre guillemets facilement, parce que ça va être difficile dans tous les cas. Mais sur le produit, on va dire, peut marcher à l'international. Okay. Et d'ailleurs, on a la chance d'être en France, qui est un pays assez grand, avec beaucoup d'habitants, avec beaucoup de marques. Et les marques françaises vendent déjà aussi à l'international. Ouais, donc on voit déjà des consommateurs européens qui achètent via Just. Ouais, ça marche déjà. Tu as raison de le préciser, parce que souvent quand tu es en France, tu fais aussi le Benelux, etc. Ouais. Cross-border, ça marche bien. Ouais, c'est intéressant. Ok. Donc ouais, c'est plus, on est solide sur nos opérations, nos process, notre produit, sur notre marché principal. Et ensuite on y va, mais attention, il faut quand même y aller vite, quoi. Exactement. Ok. Bien résumé. Écoute, merci. Écoute, Jérémy, c'était un plaisir de t'avoir. J'ai appris beaucoup et je trouve que votre produit est génial. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent le tester, allez regarder Just et puis voilà, on se reverra. Merci Étienne, c'était un plaisir de faire cet échange avec toi. Question super intéressante et ça fait toujours plaisir de te voir. Merci beaucoup, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à suivre, à partager, à nous faire vos retours et on se retrouve sur le prochain épisode.